Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi la bonne fréquence qui est la fréquence des éclairés à travers l'émission Debout Congolais. Merci à vous tous qui nous avez choisis de partout à travers la République démocratique du Congo et merci à tous ceux-là qui nous suivent à partir du monde entier pour vous enquérir de la situation sécuritaire, politique, économique ou culturelle de ces grands pays au milieu de l'Afrique. Merci de nous rejoindre, mais avant de poursuivre notre actualité, je vous demanderai de liker cette vidéo, de la partager avec le voisin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prière de le faire. Abonnez-vous et surtout n'hésitez pas de nous laisser des commentaires. Vous nous suivez à partir d'où en République démocratique du Congo et vous nous suivez à partir d'où à travers les mondes. L'actualité d'aujourd'hui se concentre sur cette affaire américaine. Les États-Unis d'Amérique, via le secrétariat d'État, le secrétaire d'État Rubio, a accueilli la cérémonie de signature de la déclaration des principes entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son homologue rwandais. Il est bien convenu à travers ces signatures que la République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent pour un cessez-le-feu et faire taire les armes. Cela implique aussi désormais les retraits des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Que cache cet accord après ces communiqués que nous avons aussi essayé de présenter dans cette émission toujours, qui était signée aussi conjointement entre le mouvement AFCM 23 avec la délégation du gouvernement congolais à Doha. Mais pourquoi cette implication des États-Unis d'Amérique? Où est-ce que cette implication va amener? Est-ce que nous allons vers la fin de la guerre? En tout cas, c'est le sujet unique et principal que nous allons développer tout au long de cette émission. Je vous dis grand merci de nous avoir choisis. Nous ne parlerons pas seulement de ces sujets, mais aussi de savoir l'ancien président Joseph Kabila est apparu après les rumeurs ou les informations qui parlaient de sa descente dans la ville de Goma, l'une des grandes villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président, l'ancien président congolais Joseph Kabila, cette fois-ci a apparu aux côtés de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma lors de la 57e anniversaire du roi Mswati du Swaziland, qui veut vraiment démontrer ces images. D'après les collaborateurs de Joseph Kabila, ils insistent que Joseph Kabila n'a jamais été à Goma, il ne s'est jamais rendu, chose qui prouve les images qui montrent qu'il est en Swaziland où il participe à la cérémonie du 57e anniversaire du roi de Swaziland. C'est notre petite parenthèse de cette émission avant de nous quitter. Voilà, vous êtes en direct de Debout Congolais. Je vous rappelle que c'est la chaîne des éclairés, ceux qui aiment voir plus de loin. Likez cette vidéo déjà, partagez avec le voisin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification et nous laisser aussi des commentaires. Voilà, comme je venais de le dire au sommaire, le secrétaire d'État Monsieur Marco Rubio, qui s'occupe des affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, a accueilli une cérémonie de signature de ce qu'ils appellent une déclaration des principes entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères, c'est Madame Thérèse Kayikwamba, et son homologue rwandais, Monsieur Olivier Ondoyingire. Ça s'est passé au département d'État américain. Cette signature qui s'est faite à Washington, aux États-Unis d'Amérique, s'est fait dans un moment de forte tension entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, où la présence des militaires rwandais sur les territoires congolais
est condamné de toutes parts par plusieurs pays de la communauté internationale. Mais cette cérémonie de signature de ce qu'ils appellent signature de déclaration des principes intervient aussi après un communiqué conjoint qui venait aussi d'être signé il y a 48 heures entre les gouvernements de la République démocratique du Congo ou de la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo et celle du mouvement AFC M23, et ça s'est passé à Doha. Plusieurs observateurs, plusieurs analystes se posent la question de savoir pourquoi cette soudaine implication des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ces moments et qu'est-ce qui fait que les États-Unis puissent se saisir de ces dossiers et réunir les deux pays alors qu'il y a aussi d'autres initiatives qui ont été déjà menées dans ce sens. Pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas laissé les processus en cours, qui étaient les processus de Luanda et de Nairobi, qui a été mené par le président angolais João Lourenço. Après, lui a jeté l'éponge sur base des considérations personnelles lorsqu'il a vu que Doha, où les Qatar avaient pris le dessus, le président angolais avait décidé d'abandonner la médiation et l'Union africaine venait de nommer un nouveau médiateur qui a déjà fait les tours aussi de la région. Et en dehors de cette démarche-là, il y a celle du Qatar, où déjà on a vu les deux présidents se rencontrer. Il s'agit du président congolais Félix Tshisekedi et celui du Rwanda, Paul Kagame. Mais à ce stade, on n'a jamais eu de fumée blanche. Jusqu'à l'ère actuelle, le Rwanda n'a jamais répondu ni à la demande des pays tiers qui lui demandent de retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, ni encore à celle du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la résolution 2773 qui demande à ce que les troupes rwandaises soient retirées de l'Est de la République démocratique du Congo et que le M23 se retire aussi de leur position. Mais ici, les États-Unis s'impliquent. Pourquoi les États-Unis s'impliquent? C'est après une proposition dont nous avons parlé à travers les précédentes émissions, une proposition du président congolais d'un accord qui est devenu aujourd'hui viral, accord dont on parle même en Europe parce que certains pays ont voulu savoir les contenus, pourquoi Félix Tshisekedi proposait un tel accord aux États-Unis d'Amérique, où il a bien signifié que en échange des matières premières ou des ressources minérales critiques les plus convoitées, les États-Unis d'Amérique pouvaient aider à sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo en proie aux rébellions et à une agression étrangère. Il est aujourd'hui unanime que l'administration Trump a été séduite par cette démarche et ils y travaillent. Les différentes déclarations des envoyés de Donald Trump et voir les conférences de presse qu'ils ont tenues lorsqu'ils sont retournés aux États-Unis d'Amérique démontrent clairement que l'Amérique sous Donald Trump est d'accord avec la proposition de Tshisekedi, mais comme ils ont toujours l'habitude de mettre les principes ou les valeurs en avant, ils ont exigé à ce que qu'il y ait un sérieux travail qui permettra à ce que les intérêts de deux côtés soient respectés et protégés, surtout dans un pays où la corruption est décriée, dans un pays où il y a l'insécurité. Il faut travailler de sorte que l'insécurité, la corruption soient réduites afin que les intérêts soient protégés. Ça, nous en avons beaucoup parlé dans nos émissions précédentes. Et là, maintenant, il faut répondre à cette question. Pourquoi aujourd'hui, l'Amérique met autour d'une table? Quand on voit la ministre des Affaires étrangères du Congo et les ministres aussi des Affaires étrangères du Rwanda, ils représentent les deux présidents. C'est comme si
les États-Unis d'Amérique reprenaient la démarche faite par l'émir du Qatar, où on a vu encore une fois Félix Tshisekedi en face de Paul Kagame. Voilà de quoi il s'agit. Mais ici, dans ce contexte, cette réunion ou cette cérémonie présidée par le secrétaire d'État Rubio Marco intervient après un avertissement donné par les États-Unis d'Amérique. Ça s'est fait par les biais du conseiller de Donald Trump en matière de l'Afrique, M. Massad Boulo, qui avait fait sa tournée dans l'Afrique australe. Il a visité la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et voire le Kenya. Les conclusions tirées de sa démarche ont fait que les États-Unis puissent réaffirmer leur position. Il a si bien dit, il y a une semaine passée ou une semaine et demie, je ne sais plus, il a réaffirmé la position des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, si les deux parties ne conviennent pas à une entente pour permettre que la solution soit pacifique, les États-Unis d'Amérique vont s'impliquer pour trouver la solution. Et il a bien pensé, il l'a dit dans des termes diplomatiques mais clairs, que les deux parties, c'est-à-dire la partie congolaise et la partie rwandaise, ont suffisamment les moyens pour arriver à cette conclusion, c'est-à-dire arriver à un accord de paix et mettre fin à la guerre. Ça, c'est l'opinion des États-Unis d'Amérique. Donc, vous verrez qu'au niveau des États-Unis d'Amérique, c'est la carte qui s'impose. Je l'ai dit régulièrement dans mes émissions depuis le début de cet accord qu'a proposé Tshisekedi, que si les États-Unis s'impliquent, en tout cas, il y a possibilité que les problèmes à l'est du Congo soient résolus à 98%. Les 2%, je minimise un peu là, mais le 2%, c'est l'affaire interne du Congo. Ça concerne la gestion ou les réétablissements de l'autorité de l'État congolais sur toute l'étendue de leur territoire. Mais la plus grande et la majeure partie, si les Américains arrivent à s'imposer, en tout cas, il y aura du calme. Tous ces gens-là vont se taire. C'est ce que nous venons de voir. Il y a à peine 48 heures qu'à Doha, le M23 qui était déjà décidé à claquer la porte parce que le gouvernement congolais n'avait pas jusque-là montré des signes de bonne volonté, est retourné et ils ont signé ensemble un communiqué conjoint. Le même communiqué, comme vous le voyez, publié par le gouvernement congolais, a été aussi repris par le M23 avec le même terme et il n'y avait rien qui les différenciait en dehors de l'entête ou des signatures. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même un signe qui démontre qu'on peut déjà voir les bouts du tunnel. Mais est-ce que cela vient de la volonté des acteurs protagonistes? Pas nécessairement. Ici, il est clair que les Américains, au nom de leurs intérêts, ont préféré s'imposer pour retrouver une paix. C'est une paix des braves qu'on va assister. Donc, ici, on demande déjà à Paul Kagame de retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont pris aussi soin de mentionner ou de prendre les revendications de Paul Kagame, tout en insistant que la solution à l'Est de la République démocratique du Congo, comme le dit la plupart des acteurs ou la plupart des pays membres des Nations Unies, ne peut pas être militaire. La solution ne peut être que pacifique, diplomatique ou à travers les dialogues. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, les États-Unis sont en train de forcer la main au Rwanda, de signer officiellement le protocole de cessez-le-feu avec la RDC. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va se passer si les Rwandais, parce qu'ils ont déjà accepté, les termes utilisés sont diplomatiques parce qu'on parle de la signature d'une déclaration de principe entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et son homologue rwandais. C'est quoi la déclaration de principe? C'est déjà vers un accord de paix. Comme vous ne vous êtes pas entendus, nous vous avons laissé beaucoup de temps. Nous prenons les choses en main. C'est ce que veulent dire les Américains.
c'est lui qui va refuser, il va faire face à nous. Donc quelque part, c'est les Africains qui paraissent un peu ridicules, parce que toutes ces solutions pouvaient être envisagées via les Africains, avec les Africains, sans qu'une main étrangère au continent puisse pousser là-dessus. C'est les ridicules de l'Union africaine en tant qu'organisation, de toutes ces organisations régionales qui pouvaient aussi s'imposer de la même manière pour faire entendre la voix africaine et donner des solutions aux Africains. C'est les ridicules de tous ces pays. C'est maintenant au tour de l'Amérique en tant que puissance au niveau mondial de s'imposer. Et cette même Amérique, parce qu'ici on parle d'une autre direction du pouvoir aux États-Unis, il ne s'agit pas de Biden ou encore d'Obama et les autres prédécesseurs de Donald Trump. Mais lorsqu'il faut voir les choses sur le plan général, c'est la même Amérique, les mêmes États-Unis d'Amérique qui sont aussi au centre de ces conflits à l'est du Congo. S'il faut parler du complot qui a fait des millions de morts à l'est du Congo, on va citer les États-Unis, on va citer les Royaumes-Unis, on va citer la France, l'Allemagne. Beaucoup de pays sont impliqués dans cette chaîne d'antivaleurs qui fait que l'est du Congo aujourd'hui soit les centres ou l'épicentre des massacres des civils et des millions de déplacés, des femmes violées comme on les présente actuellement. Donc, ce n'est pas juste un acte de bonne volonté, ni encore un acte pour la paix, mais c'est un acte surtout posé par les États-Unis parce qu'ils ont besoin de sécuriser leurs intérêts. Ça, c'est la première priorité. Les Américains ne blaguent pas avec leurs intérêts. On voit très bien que lorsqu'ils ont apprécié l'offre de Félix Tshisekedi, lorsqu'ils ont trouvé que l'offre répond à leurs demandes et leur positionnement stratégique, il n'y a pas moyen de s'en passer. Donc si l'offre ne répondait pas, on ne voit pas comment les Américains devaient ici s'ingérer dans cette affaire, parce que ça fait longtemps que les Congolais sont abandonnés à leur propre sort. C'est vrai des jubilés, parce que nous savons que cette démarche sonne aussi quelque part l'éclat du régime de Paul Kagame. Parce qu'une fois qu'il aurait retiré ses militaires ou ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, il perd toute son utilité face aux entreprises multinationales qui sont avec lui. Donc, Kagame, qui est habitué à gagner du temps, est obligé impérativement d'agir. Si Kagame n'a pas respecté les Nations Unies, si Kagame n'a pas écouté l'appel de l'Union européenne et les sanctions qui lui sont infligées de part et d'autre, est-ce qu'aujourd'hui Kagame peut refuser de répondre à l'appel des États-Unis d'Amérique? C'est presque impossible. C'est cette même Amérique qui a façonné les mêmes Paul Kagame, qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Les Rwandais qu'on nous chante, les Rwandais dont on parle à travers des clubs de football et par-ci par-là, a été façonné par le monde occidental. Donc, il est ici impérieux que les acteurs comprennent que l'Est de la République démocratique du Congo va vivre un nouvel ordre, mais un nouvel ordre basé sur les principes américains. Et c'est de là que les Congolais doivent faire très attention, parce que c'est bien bon que la guerre finisse, mais à quel prix, avec quelle méthode? Il faut que les Congolais de leur côté comprennent aussi la démarche de Félix Tshisekedi, qui s'est bien battu pour arriver à présenter un tel chemin qui satisfasse les Américains, mais que les Américains sont appropriés pour essayer d'imposer aussi leur dogme. Donc l'Amérique va contrôler dans un premier temps l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont déjà un cahier de charges. Ils ont déjà planifié selon eux, parce que les problèmes de l'homme africain, c'est ce manque de planification. L'homme africain est imprévisible. Chez nous, en Afrique, les gens discutent encore autour des individus, du pouvoir, des régimes. Mais là-bas, de l'autre côté, les gens voient déjà ce qui doit venir dans 30 ans, dans 50 ans. Il n'y a pas assez de pays comme ça qui réfléchissent de cette façon en Afrique. Et pour l'Est de la République démocratique du Congo, l'Amérique a déjà son agenda propre pour contrer cette avancée chinoise. Il faut
implanter des entreprises américaines sur place, maîtriser, stopper l'hémorragie de l'insécurité, mettre fin à toutes ces rébellions-là et puis imposer les sociétés américaines. Cette situation va permettre à ce que le gouvernement congolais et celui des États-Unis d'Amérique puissent travailler davantage pour permettre à ce que la paix y revienne. Donc c'est une paix qui permet à la République démocratique du Congo de profiter pour mieux s'organiser, tout en sachant que la bataille pour les ressources minérales de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas encore close. Il y a encore d'autres pays, d'autres puissances qui convoitent, qui ont besoin aussi de prendre part à ces débats, de prendre part au contrôle des matières premières de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, Paul Kagame a compris que le Congo a fait la plus grande offre. Et cette offre ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux des Américains, surtout que l'actuel président des États-Unis d'Amérique est un businessman. C'est quelqu'un qui a compris que l'Amérique peut gagner gros. Vous savez que les Américains ont déjà évalué la valeur estimable ou estimée du sous-sol congolais. Ils ont trouvé que ça, c'est incroyable. Trump ne peut plus quitter des yeux l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont évalué avec les structures appropriées, ils ont compris que c'est pourquoi les systèmes de renseignement, pourquoi tous ces régimes ou tous les présidents qui se sont succédés aux États-Unis, pourquoi l'administration américaine avait négligé ces grands pays qui répondent à toutes les innovations technologiques en termes de matières premières. Et Paul Kagame, lui, a senti que ça pèse dans la balance. Donc, s'il faut qu'il tienne les coups, il doit aussi inventer quelque chose de nouveau. Il est allé aussi proposer aux Américains donc qu'il veut aussi un accord, lui. Donc, Paul Kagame veut un accord selon ce que rapporte le journal Reuters. Le Rwanda a déclaré mercredi qu'il était en pourparlers avec les États-Unis d'Amérique au sujet d'un accord potentiel sur les minéraux. Donc, un développement qui fait suite à des discussions similaires en cours entre la République démocratique du Congo et Washington. Donc, comme le Congo a visé loin et que le Congo a obtenu l'adhésion des États-Unis d'Amérique, Kagame ne veut pas aussi lui aussi rester, il veut aussi présenter ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il a? En tout cas, chers Congolais, je vous dis que c'est inconcevable. C'est une honte pour le président rwandais qui a aussi ce courage-là d'aller se présenter chez les Américains, leur dire qu'il veut aussi un accord comme celui du Congo. Mais qu'est-ce que le Rwanda a dans son sous-sol qui peut attirer les Américains vers le Rwanda avec la même ampleur que les Américains ont eu pour le Congo? Donc on comprend que à bout de souffle, le président rwandais qui est en perte de vitesse, qui est condamné de tous les côtés, même par ceux-là qui l'ont utilisé hier, est obligé d'inventer de nouvelles astuces pour séduire, alors qu'il est déjà trop tard. Donc, ici, la démarche américaine, pour conclure, c'est que l'Amérique a pris les choses en main. Ils sont prêts d'amener tout ce qu'ils veulent sur le plan sécuritaire pour sécuriser cette partie-là. Avant tout, c'est les minéraux. Et moi, dans mes analyses, j'insiste beaucoup pour le Congo, pour la République démocratique du Congo. Il faut améliorer la qualité de la gestion. La gestion en République démocratique du Congo fait partie des grands défis. L'unité des Congolais. Lorsque les Congolais ne sauront pas mieux gérer leur propre pays, sachez toujours que même si aujourd'hui les États-Unis arriver à faire taire les armes à l'est de la République démocratique du Congo, comme ça s'est fait déjà, sachez très bien que demain, ça peut encore reprendre, mais sous une autre forme. Il faut que le gouvernement de la RDC, parce que ici, c'est lui qui a gagné, c'est Tshisekedi, c'est le Congo qui gagne de manière générale, mais c'est la diplomatie de Félix Tshisekedi qui a réussi de manière pacifique à faire taire les armes
Donc on voit que du côté de Doha, comme je l'ai expliqué dans mes émissions précédentes, là où il y a eu un communiqué conjoint entre le mouvement M23 et la délégation congolaise, c'est un couloir ouvert pour que ces individus qui sont en train d'opérer, ces pantins comme l'appelle le président Félix Tshisekedi, puissent trouver une porte de sortie. Parce que ça fait partie aussi des critiques qu'on fait à Félix Tshisekedi, qu'il ne veut pas résoudre la question du M23. C'est ainsi que Félix Tshisekedi a décidé de résoudre. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Là, c'est pitoyable parce que les perdants sont souvent ceux-là qui s'affichent. D'habitude, on voit comme nous les voyons, on voit les Corneille Nangaa. Mais hier, nous avons vu les Bosco Tanganda, on a vu les Kunda Abattoir. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait plus. Mais les vrais acteurs qui se sont cachés, ils se sont cachés pour dire, bon, ce ne sont pas eux qui vont passer devant des cours et des tribunaux. Quel serait le sort de Nangaa? Quel sera le sort des autres qui sont aujourd'hui en train de penser que tout se passe au Congo, qui n'ont rien à voir avec les Américains? Mais il est fort probable que la situation puisse s'améliorer davantage à l'est de la République démocratique du Congo sur base de cette implication américaine. Et comme je le disais, les grands gagnants, c'est cette méthode pacifique, c'est cette diplomatie, cette patience qu'a eu le président Tshisekedi d'attendre les résultats, de mobiliser toute la communauté internationale, de presser, d'exposer les faits de manière à revendiquer à ce que le droit international soit respecté pour que la République démocratique du Congo redécouvre ou recouvre son intégrité territoriale. Et avant de finir cette parenthèse, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, l'ancien président Joseph Kabila a apparu encore de nouveau, mais cette fois-ci, c'est au Swaziland lors de la 57e anniversaire du roi, de la célébration cérémonie de la 57e anniversaire du roi Mswati du Swaziland. Et cette fois-ci, c'était aux côtés de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Donc l'autre fois, il était avec Thabo Mbeki et cette fois-ci, il est avec l'ancien président Zuma. Pourquoi Joseph Kabila serait en train de déambuler alors que s'il était réellement un patriote congolais, quelqu'un qui avait dirigé le Congo avec passion, il pouvait être en République démocratique du Congo en train d'apporter peut-être ses conseils à son successeur Félix Tshisekedi qui se bat pour ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Il est bel et bien clair ici que cette apparition ne va pas confirmer, ne confirme pas que Joseph Kabila n'était pas descendu à Goma. Parce qu'il y a de ses proches là de Joseph Kabila qui pensent que le fait de Joseph Kabila d'apparaître à partir du Swaziland les dédouane de l'accusation ou des mesures qui ont été prises par le gouvernement congolais sur base des informations ou des renseignements qu'ils avaient eus de la présence de Joseph Kabila à Kigali et aussi à Goma. Donc, c'est l'étau qui se resserre davantage autour de l'ancien président. Certaines langues disent qu'il part dans les pays qui l'ont parrainé, dans les pays qui l'ont permis de durer au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Il veut chercher, via des négociations, des moyens, des canaux par lesquels certains présidents africains peuvent créer une voie de médiation entre lui et Félix Tshisekedi. Mais pour conclure, nous savons que Félix Tshisekedi, en tant que diplomate, a visé très haut. Et les dossiers congolais se situent en grande partie au niveau international. Le reste des problèmes qui concernent les Congolais, il est mieux que les Congolais les traitent entre eux et respectent les principes de leur souveraineté nationale et qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère. C'est par cette note que je préfère vous quitter, vous dire au revoir et mettre fin à cette émission. Merci à vous tous qui avez choisi de nous suivre et de partager nos analyses et notre observation de l'actualité en République démocratique du Congo. Si vous avez apprécié mes analyses, likez cette vidéo, partagez avec le voisin et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.